messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 31 mars 2016. C'est le dernier jour du mois de mars. Et donc, un dernier jour donc, qui est aussi l'avant-dernier jour de la semaine, vous voyez. Donc, on va faire quelques calculs ce matin. Alors, j'espère que vous êtes bien réveillés. En tout cas, que vous êtes en train de bien vous réveiller parce qu'il se fait déjà tard. Il est 6h30. Nous, on est bien réveillés et on va essayer ce matin de vous donner un programme qui sied à vos attentes. Par exemple, regardez, on vous propose comme invité ce matin le directeur général de l'Agence nationale de la maison de l'outil, Monsieur Malik Bey, qui est déjà sur ce plateau. Bonjour, Monsieur le directeur général. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est le plaisir pour moi. Alors, l'ANAMO, c'est l'Agence nationale de la maison de l'outil. À quoi sert-il? Que faites-vous? Écoutez, l'Agence nationale de la maison de l'outil a été créée par décret 456 du 8 avril 2010 et qui a pour vocation de doter des populations dans les zones les plus reculées de centres de ressources. Parce que une étude qui a été réalisée par les techniciens du ministère de la formation professionnelle avait montré que, et de l'artisanat, avait montré que les hommes de métier étaient confrontés à trois choses. Ils étaient à une problématique de trois ordres. D'abord, ils étaient confrontés à un problème d'un cadre d'exercice, d'équipement nécessaire à l'exercice de ce métier. On s'est rendu compte que 92% des hommes de métier utilisent des instruments acquis en seconde main. Donc la problématique de l'équipement s'est posée, mais de l'accès à la technologie. Parce que, comme on dit, père maçon, grand-père maçon, si vous pouvez faire la maçonnerie comme le faisait votre père il y a peut-être 30 ans ou 40 ans, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Donc voilà ces trois problématiques d'abord, de base que règle l'Agence nationale de la maison de l'outil par le biais des centres de ressources appelés maisons de l'outil. Et à 7h, on fera le point d'ailleurs sur les réalisations de l'Agence nationale de la maison de l'outil avec Alioune Badara Kane qui est déjà sur ce plateau. Bonjour Alioune. Bonjour Nafissa. Comment ça va? Ça va. Bien, donc ce matin on va parler ensemble de plusieurs thématiques dont l'autisme. Vous le savez, le 2 avril sera la journée mondiale de l'autisme et pour en parler, Jeanne, à travers les enfants, reviendra sur cette problématique fort importante. Bonjour Jeanne. Bonjour Nafi. Comment ça va? Ça va très bien. Comment vont les enfants autistes? Ils vont très bien aussi. Ah ben, magnifique. Ils se portent bien par la grâce de Dieu. Bah, super. Et puis aussi, comme tu le dis, ils peuvent se porter bien, mais en même temps, ils peuvent bien grandir. Cela dépend justement de comment on les gère. Tu nous en parles. Ce sera la première chronique de cette matinale. À suivre aussi dans la première partie, la chronique Les Buzz du Net. Vous le savez, ce sont les articles les plus lus par nos internautes. Et Anta Sek est là tous les jeudis pour nous en parler. Bonjour Anta. Bonjour Nafi. Comment ça va? Très bien, au taquet ce matin pour les différents buzz du net. Les buzz du net à suivre absolument, on vous en dira pas plus. C'est une histoire tout simplement, c'est histoire donc de vous ferrer un peu chez vous jusqu'à ce que cela soit l'heure des buzz du net. Dans la deuxième partie, on découvrira ou plutôt on continuera la série de reportages sur les tatouages. Vous le savez, il y a les tatouages, le tatouage moderne mais aussi le tatouage traditionnel. Alors Nafissa Ayer reviendra notamment sur le tatouage des hommes. Vous allez le voir, c'est tout un art. À 6h34, je termine ce menu avec donc la page Actu de Kenkiliba. Vous le savez, c'est la revue des titres. C'est d'abord le flash, la revue des titres, ensuite le journal. Le flash et le journal seront l'affaire de René-Léon Fonseca qui va nous rejoindre tout à l'heure. Allez, installez-vous confortablement. Je propose d'ailleurs que nous démarrions en douceur ce magazine avec la chronique horoscope. Bélier. Comme toujours, il serait bon de maîtriser vos élans si vous n'êtes pas vraiment sûr qu'il s'agit de la bonne personne pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez aussi faire des dégâts et donner des espoirs en vain. Taureau. À part quelques petits troubles du sommeil, rien à craindre vraiment dans le sens où vous êtes dans une période faste. Votre capacité à bien garder la tête sur les épaules est grande, heureusement. Gémeaux. Bon sang. Mais arrêtez donc de vous mettre dans tous vos états. On ne meurt pas d'être heureux que diable. Alors, on se bouge et on va lui dire qu'on l'aime. Et vite, avant que le bonheur vous file sous le nez. Cancer. Si vous avez voulu écouter vos intuitions, les signes étaient déjà là au début. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que j'ai quand même continué? Amour véritable ou désir de convaincre? À vous de voir. Lion. Parfois, il faut prendre le temps de demander à l'autre ce qu'il souhaite avant de tout décider soi-même. Même si vos intuitions sont bonnes,
Voyez à quel point le besoin de contrôler l'autre vous porte préjudice. Vierge, il s'agit d'une période délicate pour vous. Concentrez-vous sur ce que vous attendez d'une relation amoureuse et voyez si cela correspond à ce que vous êtes capable de donner. Il faudra faire de même pour le travail. Balance. Il serait grand temps d'avoir confiance en la personne que vous êtes avec toutes ses qualités. Que s'est-il donc passé pour que vous doutiez autant de vous? Cherchez les réponses et voyez comment vous faciliter la vie. Scorpion, comme quoi tout vient à qui sait attendre. Il n'est jamais trop tard, heureusement. Appréciez ces moments magiques des débuts et le temps dira si c'est la bonne personne. Vos intuitions ne vous trompent pas. Sagittaire, à chaque difficulté, il y a une approche différente possible. Si vous vous placez en victime, vous ne comprendrez pas l'essence de ce qui vous est enseigné. Gardez votre souplesse d'esprit et la vie vous le rendra. Capricorne, l'effet Pluton est très difficile à contrer car il fait vivre beaucoup d'émotions. Attention au piège du mental et de l'imaginaire qui nourrit un ego. Ne vous laissez pas séduire par une personne dont vous ne connaissez pas le passé. Verseau, puisque tout vous sourit, profitez-en sans perdre de vue la personne indépendante que vous êtes. La fusion ne vous convient qu'un temps et vous le savez. Alors ne faites pas de promesses que vous ne tiendrez pas. Poisson, confrontez-vous à cette crainte d'être abandonné ou jugé. Voyez que dans la vie, on n'est pas obligé de se soumettre à l'avis des autres. Qui avez-vous vraiment peur de décevoir? Ce n'est pas la bonne personne si vous n'êtes pas heureux avec. C'était tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Excellente journée à toi Nafisa et on te retrouvera dans la deuxième partie. Pour l'heure, il est 6h38 et on ouvre la page actu de Kenkeliba. Une page actu qui démarre avec le flash. René Léon est là, il est le porte-étendard du journal. De la matinale à la une de l'actualité ce matin, la commission de régulation du secteur de l'électricité qui monte au créneau avant l'application des prochaines conditions tarifaires de la Sénélec pour la période 2017-2019. L'organisme a initié une consultation publique avec des différents acteurs du secteur. L'objectif est d'aboutir à des propositions qui devraient prendre en compte le pouvoir d'achat des consommateurs. Et puis, à quelques jours de la fête du 4 avril, le décor se précise, la place de l'Obélisque prend des couleurs. Les derniers réglages se font sous la supervision du commandant de la zone militaire numéro 1. Et ce matin, dans la série de reportages consacrés justement à cette fête de l'indépendance, focus sur la base navale d'Elenkin, nichée au sud du pays dans le département de Suy. Elle est le sanctuaire des commandos marins. Ils assurent la sécurité tout le long du fleuve Casamance et sur la façade maritime. Reportage à suivre tout à l'heure avec notre bureau à Ziguinchor. Et puis la rubrique santé du jeudi s'intéresse à l'autisme, une maladie caractérisée par des troubles psychiatriques qui provoquent un repli pathologique sur soi. Sa prise en charge fait intervenir souvent beaucoup d'acteurs. Par ailleurs, le manque d'infrastructures constitue souvent un frein. On verra tout cela tout à l'heure. Voilà pour le menu de ce jeudi, mesdames et messieurs, ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous tout à l'heure pour le développement de tout cela dans quelques minutes. Ce sera exactement à 7h20. Merci René de nous avoir donné les titres de ton journal. À 6h40, on poursuit la page actu avec la revue des titres. On démarre cette revue des titres avec nos confrères de Anne Le Soleil. En 56 de l'indépendance, asseoir une politique sportive pluridisciplinaire, nous confient nos confrères. Macky Sall veut une bonne organisation du défilé civil et militaire. 3066 militaires et 1873 civils vont parader et puis mutualiser les fonctions de Daniel Sorano et du Grand Théâtre. Enfin, on peut toujours rester à la une du Soleil avec le référendum du 20 mars. Le Conseil constitutionnel confirme la victoire du oui. On poursuit cette revue des titres avec le Sud Quotidien. Levée des blocages des enseignements dans les universités sénégalaises. L'État annonce des mesures financières.
On poursuit cette revue des titres avec le quotidien. On reste toujours dans l'enseignement supérieur et ces revendications des enseignants du supérieur. Nos confrères du quotidien à qui s'est confié donc Mary Teuw Niane, le ministre de l'enseignement supérieur, Mary Teuw Niane sans protocole, nous révèlent nos confrères. Le gouvernement paie 72 milliards pour les questions sociales du SAES. Le SAES a porté plainte contre l'État. Voilà, ce sont des infos à lire à la une de quotidien. On poursuit cette revue des titres avec l'Observateur, entretien avec le dernier ministre de l'Intérieur du régime de Wade, Maître Ousmane Ngom sur la matraque, nous révèlent nos confrères. Dossier judiciaire, terrorisme, référendum à lire dans les colonnes de l'Observateur. Regard. Retour de Maître Ousmane Ngom aux affaires, Moustapha Diarraté s'oppose et rejette. Voilà des infos que nous livrent nos confrères. Allez, on va poursuivre cette revue des titres avec le Témoin et ce défilé du 4 avril, vous le savez, c'est dans quelques jours seulement. Défi, sécurité, modernisation des outils de défense. Le SEMGA Mamadou Sow se livre. La fête du 4 avril est une occasion de communier davantage avec toutes les couches de la nation. Cet événement constitue un grand moment pour montrer une partie de notre outil de défense. Et puis, l'armée s'est dotée de gros moyens à la hauteur de sa mission. C'est vrai que cette année à Badara, on va assister quand même à un défilé grandeur nature. Il y a 2 ans. Oui. Un très grand défilé, hein. Après 2 ans, on peut le dire, d'attente, parce que pour des raisons peut-être économiques, mais aussi qui échappent à notre contrôle, parce que quand même ça c'est réservé au chef de l'État, le chef suprême des armées, c'est lui qui décide de l'opportunité d'organiser un défilé ou non. Maintenant, cette année-ci, il a décidé en tout cas de mettre les moyens pour que le Sénégal puisse pleinement célébrer le 4 avril, sa fête nationale, qui est certes la fête du peuple, de tout le peuple sénégalais, mais surtout de notre armée. Parce que quand on parle de l'indépendance, l'organe qui est là pour la préserver, c'est l'armée nationale. Et c'est l'occasion pour cette armée-là de montrer, de rassurer encore une fois le peuple sur sa capacité à réaliser cette mission. Et cela passe forcément par des moyens consistants, des moyens peut-être dissuasifs. Absolument. Et certainement cela peut-être donnera des idées à certains avant de lorgner le Sénégal. Parce qu'ils sauront que ce jour-là, qu'on a une armée professionnelle avec des moyens colossaux pour assurer la défense de notre sécurité, la défense de nos frontières. Absolument, c'est très important. Hein. On va terminer cette revue des titres par Sounou Lambe, Sathiès confiant. C'est vrai qu'ici on a 2 Thiessois. Alors Sathiès confiant, est-ce qu'il est de Thiès d'ailleurs, Sathiès, non? Bon, il n'est pas de Thiès et même ce surnom-là ne devrait pas faire plaisir aux Thiessois. Parce qu'à l'occasion d'un Mbapat, c'est-à-dire ces tournois de lutte qu'on organise un peu partout dans les régions, il a fait une razzia à Thiès. Et depuis lors, il porte ce surnom, Sathiès. Je pense que ça ne doit pas faire plaisir, en tout cas aux lutteurs thiessois, et surtout à notre invité qui est de Thiès. Sathiès confiant, Cité n'a aucune chance devant moi. Il n'aura rien, nous révèle Sathiès. Je suis plus fort que Cité, et puis je ne le crains pas, mystiquement. Toujours à lire à la une de Sounou Lambe, recalé par le CNG, Rocky Balboa, coopté dans le cinéma. C'est pas plus mal, hein. Il va d'ailleurs gagner certainement beaucoup plus d'argent. On termine cette revue des titres toujours à la une de Sounou Lambe. Papa Sow réclame 50 millions contre Ama Baldé. Aziz Ndiaye va-t-il accéder à la demande du Puma? Voilà des questions que se posent nos confrères. À 6h44, je vous remercie d'avoir suivi cette revue des titres. Allez, on démarre tout de suite les exercices physiques. Vous le savez, c'est important pour le réveil. C'est avec notre coach Tandara. Mesdames et messieurs, le crunch abdos. Alors, le crunch abdos ou le crunch tout court, un exercice pour les abdos grands fessiers, mais également toute la paroi centrale de l'abdomen. Alors, là, je vous propose justement cet exercice, que ce soit avec poids et haltères, que ce soit avec le poids du corps. Mais là, vous allez voir tout de suite ce que cela va donner. Le crunch statique. Alors, le crunch, vous savez, il y a ses variantes. Et cela ne doit pas faire mal au dos. Et donc, avec la très grande variante de mouvement d'angle, c'est vrai, ainsi que, justement, eh bien, l'analyse pouvant se faire assez considérablement, c'est vrai que l'exercice est statique, mais là, ça a son importance. Voilà, mesdames et messieurs, tout ce qu'on pouvait retenir sur le crunch. Le crunch, alors une musculation ou une gymnastique tout à fait originale
Et donc là, apprenez véritablement à l'aimer puisque cela vous servira à beaucoup de choses. Et donc nous allons nous retrouver, Inch'Allah, demain. Voilà, coach, le rendez-vous est bien noté. À 6h46, je vous propose d'entrer de plein pied dans les chroniques in situ avec la chronique enfance. Ce matin, on parle d'autisme. Jeanne Dior, que j'invite à me rejoindre sur ce plateau. Alors ce matin, on va beaucoup parler d'enfance, c'est normal, c'est la chronique enfance, mais par la porte, ou si vous voulez, par la fenêtre de l'autisme, cette maladie, on va dire, qui titille un peu la sensibilité des personnes atteintes, mais aussi leur hyperactivité finalement. C'est des personnes très très émotives. Alors Jeanne va nous en parler davantage. Rebonjour Jeanne. Bonjour Nafi. Alors, est-ce que c'est très émotif? Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Oui, pourquoi pas. Hein? Très émotif, très agité quand même. Oui. Et c'est parfois difficile de les canaliser, mais bon, chacun trouve sa forme ou bien ses moyens pour pouvoir quand même résister et essayer de canaliser cet enfant qui quand même a des problèmes médicaux. La journée de sensibilisation à l'autisme, on fait toujours des amalgames par rapport à l'appellation, mais il s'agit de journée de sensibilisation à l'autisme. Alors l'autisme aujourd'hui qui peine à avoir une définition parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont en train de chercher parce qu'au moment où on vous parle, il n'y a pas de traitement adapté pour faire guérir ou bien pour amener l'enfant quand même à changer de comportement. Donc c'est par rapport à ces troubles, cette maladie qui affecte le cerveau. On parle aujourd'hui de maladies, de maladies psychiatriques ou si vous voulez de maladies neurobiologiques. On ne sait pas pour le moment. Ce que l'on sait est qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont confrontés à d'énormes difficultés parce que tout simplement ils ne savent pas déjà à quelle structure aller pour une prise en charge, mais aussi la prise en charge commence à la maison. Donc nous avons interviewé à cette occasion le docteur Lamine Fall qui est pédopsychiatre et qui parle souvent quand même de cette maladie aujourd'hui inconnue et peu connue si vous voulez par beaucoup de personnes. Alors quelle prise en charge pour ces enfants souffrant d'autisme? La prise en charge concerne les parents d'abord. Je pense que l'autisme est classé dans les troubles envahissants du développement et comme je dis, c'est l'envahissement pas seulement des domaines du développement de l'enfant, mais c'est l'envahissement de tous les secteurs en fait, qui impliquent l'enfant. C'est d'abord la famille, ça veut dire que les parents eux-mêmes sont envahis par ce trouble et ça même perturbe parfois. Hein, ce qui fait que quelquefois même on a pensé que c'est peut-être le parent perturbé qu'on a vu qui a pu peut-être faire que son enfant est comme ça, alors que c'est l'inverse. C'est parce que le parent est confronté à une terrible, disons, situation qui est lui-même bouleversée. Et je pense que la prise en charge au niveau des soins hospitaliers s'intéresse aussi aux parents pour leur permettre de retrouver leurs ressources, leurs compétences parentales. Hein. Disons, parfois, c'est remise en question du fait déjà de la pathologie. Disons, c'est une particularité pour adapter les styles éducatifs, les styles, disons, d'accompagnement de l'enfant. Mais c'est aussi, disons, un coup reçu, disons, par les parents, ce qui est aussi quelque chose qui alourdit la tâche. Donc notre rôle, nous, c'est de permettre à ces parents de reprendre donc le contrôle, de se retrouver eux-mêmes, disons, dans un meilleur confort psychique, disons, pour être plus disponibles pour leur enfant. Et l'expérience montre d'ailleurs que plus les parents sont impliqués, plus il y a des chances de faire évoluer les choses. Docteur Fall, Jeanne qui a dit une chose importante, le confort psychique des parents, parce qu'effectivement, quand on a un enfant handicapé, on est un petit peu absorbé par toute cette émotion, et aussi, si par ailleurs aussi on a un enfant fort émotif, ça ne va pas aller du tout.
Surtout que c'est le fonctionnement du cerveau qui est parfois affecté, qui est touché. L'enfant a des troubles et a des comportements, a même des problèmes des capacités pour reconnaître, des problèmes d'expression, comme tu dis. Parfois, il est agité. Donc, comment le canaliser? Et parfois, nous sommes dans une communauté où les gens ont l'habitude de donner ou bien d'attribuer à d'autres types de maladies, parfois des djinns, on parle d'attaque de djinns, on parle de, voilà, communément surtout en Afrique, hein, qu'on dit djommi ici souvent. Oui. Donc, le parent peut être quand même déséquilibré parce qu'à chaque fois qu'il y a cette pression de la communauté, il y a parfois ce souci de vouloir se référer tout le temps au médecin, à la médecine, voir quel traitement qui est approprié pour la maladie, mais en même temps, de l'autre côté, on fait une pression. Donc, le parent ne sait pas déjà comment faire pour avoir une bonne prise en charge. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est le fait d'aller voir des spécialistes et que vous ne soyez pas stabilisé. C'est important parce que vous pouvez aller voir un spécialiste et que vous ne soyez même pas rassuré. Parce qu'aujourd'hui, face à un parent qui dit que mon enfant est malade, mais on me dit que c'est une maladie qui n'a pas de traitement. Incurable. Donc c'est un parent qui est déséquilibré et qui, s'il veut, il peut ne pas croire au médecin. Donc je pense qu'il faut un travail psychologique, faire comprendre, faire savoir surtout cette maladie, parce que c'est la première étape quand même pour guérir ou bien aider ses parents à mieux quand même s'approprier cette maladie. Donc pour la prise en charge, mais aussi l'autre aspect, les besoins, les infrastructures, les besoins spécifiques, parce que ce sont des enfants qui ont des besoins quand même assez spéciaux. Donc il faut des professionnels pour les encadrer. Ils ne peuvent pas aller, par exemple, à Kër Xale, là où est le professeur Fall, le docteur Lamine Fall, il y a quand même une prise en charge, mais est-ce que ce sont tous les parents qui ont les moyens d'amener? Privé, public, un peu public, quoi. Donc, il y a une prise en charge, mais le nombre d'enfants est limité et ce ne sont pas tous les parents qui ont les moyens quand même d'amener leurs enfants là-bas. Et il y en a même qui ne savent pas qu'au niveau de FAN, on traite quand même ces maladies. C'est encore plus on essaie, voilà. Si on a un enfant autiste, la première chose, c'est quand même de connaître les structures de référence. De se rapprocher du médecin. Du côté de la médecine, je pense qu'on peut avoir une variété de thérapies. Pour le moment, c'est ce qu'on peut avoir. Des variétés de thérapies, une prise en charge, il y a l'apprentissage, parce que l'enfant peut ne pas rester tranquille. Ah oui, il est hyper agité, voilà, hyper sensible. C'est ça le principal problème. Oui. Il ne peut pas rester tranquille. Et là, il faut le canaliser. Alors, avant le temps pour nous d'écouter le second extrait du Dr Fall aussi, on parlera derrière de spécialité, parce que tu nous disais en aparté qu'il y avait juste 2 spécialistes de l'autisme au Sénégal. Ils sont pas nombreux. Oui. Ils sont pas nombreux. Parfois même, c'est difficile de trouver, même pour les pédopsychiatres, c'est difficile d'en trouver. Donc, on parvient quand même à mettre la main sur le Dr Fall, qui est très disponible. Mais en plus de la formation de ces médecins, de leur spécialisation, si vous voulez, il faut également des infrastructures adaptées pour pouvoir accueillir ces enfants. Il faut que le personnel soit formé. C'est l'aspect le plus important. Après le parent, c'est l'encadreur, si vous voulez, le moniteur ou bien l'éducateur spécialisé. Donc, ils doivent être formés. On va voir le second extrait du docteur Lamine Fall. Effectivement, on a de moins en moins de professionnels ici parce qu'il y a moins de lieux de formation et disons, alors que les besoins sont importants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des parents qui ont les moyens de payer, mais qui ont du mal à trouver des professionnels. Et quand ils trouvent des professionnels, ces professionnels n'ont pas le temps parce qu'ils sont surchargés. Donc ça aussi, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on a des rendez-vous pour toutes nos spécialités ici qui sont inacceptables, disons, difficiles. Disons, on doit vraiment se plier en 4 et ça ne suffit pas. Donc je pense que là, c'est une urgence quasiment. Je pense qu'effectivement, là, j'ai insisté sur le domaine de la santé qui me concerne, mais je pense que, comme je l'ai dit, plurilocal, c'est aussi à l'école, c'est dans les lieux d'activités de loisirs, dans les lieux d'activités sportives, c'est dans les lieux même de formation professionnelle, parce que c'est des adultes plus tard qui devraient pouvoir trouver leur place. Et ça, c'est possible. Il faut le penser déjà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il manque des professionnels, des formations dans tous ces domaines. Il manque des structures dans tous ces domaines. Et ça,
c'est encore les parents qui se débrouillent, qui imaginent. Bon, certains sont très créatifs, très imaginatifs et ils arrivent à bricoler avec nous, bien sûr, des petites solutions, mais ce n'est pas pérenne. Donc je pense que c'est pour cette raison que là encore, il faut soutenir ces familles, soutenir ces enfants et c'est soutenir le Sénégal, hein, parce que le développement aussi passe par là. Ces enfants empêchent beaucoup d'adultes d'être productifs. Oui, il a dit une question importante, le docteur Lamine Fall, c'est-à-dire que quand on a quand même un enfant avec un certain handicap, c'est vrai qu'on est impliqué et c'est normal qu'on soit impliqué et puis après on ne peut pas tout, qui trop embrasse mal étreint, on ne peut pas non plus aller faire des activités comme une personne normale. Il faut au moins une maman à la maison. Ou un papa aussi. Un papa. Oui. Ou un papa. Bon, on va laisser le papa aller faire le responsable, hein. Honneur aux femmes. Papa va aller faire les courses. Mais moi j'ai vu des papas d'enfants autistes mais très engagés dans le combat et ma foi on ne voit même pas leurs femmes en fait. C'est eux qui viennent, qui les emmènent à l'école, qui s'en occupent et qui font aussi partie de réseau. Du dispositif. Tout à fait. Du dispositif. Oui. Ils sont incontournables, papa comme maman. L'essentiel c'est d'avoir un bon encadrement parce que c'est ce dont l'enfant a besoin. Et par rapport à cette prise en charge également spécialisée, elle est pratiquement transversale. Hein. Il y a la maison, il y a l'école, il y a également l'hôpital. Donc d'où l'importance quand même aujourd'hui, ou l'urgence si vous voulez, de mettre en place ces infrastructures. Il a proposé même des espaces de jeu pour ces enfants-là. Mais on se demande même si ce sont des aires qui sont adaptées. On peut les adapter, mais spécifiquement à ces enfants, ça risque même parfois de faire l'objet de stigmatisation. Donc, parce que les enfants, par le père, peuvent dire non, c'est un espace pour les, généralement on le dit mongols, ce sont des termes quand même péjoratifs qui font que ces enfants ne comprennent pas et soient davantage agités. Ah oui, oui. Ça peut contribuer, c'est un élément qui peut quand même participer à cela. Et il faut que les parents, encore une fois, soient informés, soient sensibilisés et qu'on utilise nos langues quand même nationales pour pouvoir parler à ces parents qui se trouvent quand même à 400 ou si vous voulez à 500 km de Dakar et qui peut-être même n'a pas un poste téléviseur, même si là ne comprend pas les tenants et les aboutissants, les causes ou les symptômes de cette maladie. Absolument. Et tout à l'heure on parlait de 7e art, d'ailleurs on va finir par là. Les artistes aussi devraient davantage s'impliquer pour mieux faire connaître cette maladie. Le 7e art fait aussi partie, le cinéma, de ces voies, de ces courroies de transmission qui permettent donc d'éveiller une nation, de conscientiser les populations. Merci beaucoup Jeanne pour ce sujet ce matin sur l'autisme. Alors la journée de sensibilisation sur l'autisme, tu le disais tout à l'heure, c'est le 2 avril prochain. Et demain on essaiera d'avoir un parent, un père de famille qui va faire un témoignage, qui a d'énormes difficultés actuellement pour avoir un spécialiste pour son enfant. Bon, peut-être d'ici la fin de la journée, il acceptera quand même de faire. C'est un papa aussi très engagé. Nafi, quand tu disais tout à l'heure, tu vois des pères, lui, il est très engagé. Mais bon, un peu sceptique quand même pour faire un témoignage. Mais là, on lui demande, on lui fait la demande officielle. Il faut venir faire ce témoignage parce que son témoignage certainement va aider beaucoup de parents. Oui, absolument. Et j'espère qu'il est resté, en tout cas qu'il est sensible à cette demande. 6h59, merci Jeanne. Je vous propose tout de suite de passer à la chronique invitée. Alors la chronique invitée, on va la commencer d'abord par ceci, regardez. Située au cœur de Dakar, l'Agence nationale de la Maison de Loti a été créée, numéro 2010-456 le 8 avril 2010. Plusieurs citoyens n'en connaissent pas l'existence alors que d'autres en entendent parler. Entre réunions et papiers à signer, le directeur général de l'ANAMO, Malik Mbaye, a comme mission de créer des possibilités de formation pour les jeunes et également de créer des conditions de réinsertion de la jeunesse sénégalaise. Plus de détails et d'explications au micro de Alvin Badarakan.
Voilà, c'était donc Clémence Niantasek. Merci Anta. Aïn Badra qui va nous rejoindre. Donc c'était aussi une manière de mieux faire connaître cette agence située juste en face de l'Institut français. Aïn Badra Khan, c'est à toi. Une agence qui s'occupe encore une fois de cette question épineuse qui est l'emploi des jeunes. Quand on sait qu'au Sénégal, ils sont des milliers ces jeunes-là qui voudraient bien avoir un emploi décent. Et l'ANOMO, à son niveau, s'occupe maintenant de ce qu'on appelle un peu le niveau artisanal, hein, je pense bien. Parce qu'il s'agit un peu de l'Agence nationale de la maison de l'outil. Donc il s'agit de professionnaliser ces jeunes pour qu'ils puissent présenter des produits de qualité et sortir de ce créneau-là qui est l'informel. Alors certes, votre agence a été créée récemment en 2010, mais en peu de temps, peut-on dire que l'ANOMO a pu quand même concrétiser quelques réalisations? Oui, l'Agence régionale de la maison de l'outil, comme je vous l'ai dit, a été créée par décret 456 du 8 avril 2010. Mais il faut à la vérité avouer que c'est à partir de 2012, avec l'arrivée du président de la République Macky Sall au pouvoir, que les véritables maisons de l'outil, les maisons de l'outil appartenant exclusivement à l'État du Sénégal ont vu le jour. Avant, il y avait 2 maisons de l'outil qui fonctionnaient, mais qui fonctionnaient par convention. Donc, et aujourd'hui, de 2012 à maintenant, nous avons 8 maisons de l'outil, dont l'une a été inaugurée par le président de la République Macky Sall à Ngaye Mékhé. La dernière a été inaugurée à Gossas. La maison de l'outil, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des centres de ressources qui sont établis dans les coins les plus reculés. Quand on vous dit aujourd'hui les zones d'implantation, vous sentez qu'on est très loin de la capitale. Nous en avons une à Tianaba, une à Mékhé, une à Diofior, une à Mbour qui va s'occuper spécifiquement de mécatronique, parce que là on s'est rendu compte que nos mécaniciens traditionnels ont un problème, c'est-à-dire que aujourd'hui l'essentiel de nos véhicules sont pratiquement tous sont électroniques et ils n'ont pas accès à ce dispositif technique pour pouvoir réparer les véhicules. Et souvent, après quelques tâtonnements, c'est bonjour le chômage. Donc, une maison d'outils spécialisée en mécatronique a vu le jour à Mbour. Quand on vous dit qu'à Gossas, comme je vous ai dit tout à l'heure, à Saint-Louis. Donc, dans toutes ces zones, dans tous ces terroirs, le premier centre qui accueille l'artisan, l'homme de métier, le jeune en quête de formation, c'est la maison de l'outil. Quand vous voyez, par exemple, on prend le cas de Tcherepa, c'est quasiment des hommes et des femmes qui ont été à l'école coranique, qui ont assimilé le Coran, mais qui en vérité n'avaient aucun métier. Et aujourd'hui, avec la maison de l'outil, ils sont formés, ils sont encadrés et ils sont insérés. Mais il y a autre chose également que nous faisons, qui est la validation des acquis de l'expérience que nous faisons avec la c'est une formation un peu diplômante donc, pour ces jeunes-là. Oui, mais le charme, en fait, l'intérêt de la particularité de la maison de l'outil, c'est que quelqu'un qui n'a aucune formation, qui n'a aucune initiation technique peut venir trouver en tout cas sur place un cadre pour pouvoir s'acquitter d'une formation. Ok, alors comment un jeune par exemple, disons, qui est dans le secteur informel, pourrait-il intégrer une maison de l'outil? Mais très bien, vous savez, les principales cibles d'abord, c'est le jeune artisan qui aujourd'hui a acquis une expérience, a acquis une solide expérience dans son métier, mais pêche pour 3 choses. Je l'ai dit tout à l'heure. Le cadre d'exercice lui manque, les équipements lui manquent et l'accès à la technologie. Donc quand il vient dans une maison de l'outil, il y a ce qu'on appelle le comité de gestion de la maison de l'outil, qui est dirigé par un coordonnateur nommé par la direction générale, mais qui est sous l'autorité, sous la supervision de l'autorité administrative. Il y a un comité quasiment ad hoc qui est composé des élus, des OCB, des organisations communautaires de base, de toutes les structures qui sont dans la localité. Donc qui accueille les jeunes et moyennant une redevance, il peut souvent exercer
des prestations capables de lui faire gagner sa vie honnêtement. Parce qu'on s'est rendu compte que si le cas type, c'est par exemple un atelier de couture. Vous pouvez voir un maître artisan qui a autour de lui pratiquement une vingtaine de jeunes, il a un problème. Alors que ces jeunes-là, ils sont capables de faire le métier, ils sont capables de gagner leur vie, mais ils sont confrontés à un problème d'espace. Donc la maison d'outil leur permet de prendre des commandes, d'aller les exécuter et de pouvoir gagner leur vie honnêtement. Mais si par exemple un de ces jeunes-là qui a pu bénéficier d'une telle formation dans une maison de l'outil décide par exemple de voler de ses propres ailes, est-ce que là il peut toujours bénéficier quand même de votre soutien? Je pense par exemple au financement, la question quel est le financement? Mais écoutez, vous savez, on sait les questions d'emploi de jeunes, les questions d'insertion globalement, les questions de formation sont des questions qu'il faut aborder de manière holistique. C'est la raison pour laquelle nous avons compris cela et nous sommes en convention avec un certain nombre de structures telles que le Fonds de garantie des investissements prioritaires, avec qui nous avons une convention qui va nous permettre de les envoyer chaque fois des professionnels en leur disant que ces jeunes-là sont formés, ils peuvent faire le métier, ils sont extrêmement compétents, mais on peut les accompagner vers le financement. On sait, il y a également dans la maison de l'outil ce qu'on appelle la banque à outils, qui est une banque comme toutes les autres banques, mais qui est une banque qui ne donne pas d'argent, mais qui vous donne l'équipement nécessaire et peut-être vous met en rapport avec le fonds de garantie, par exemple des investissements prioritaires pour un accompagnement technologique. Je parlais tout à l'heure de la validation des acquis de l'expérience qu'on est en train de développer avec la direction de l'apprentissage. Et il faut dire à ce niveau que l'ANAMO et la maison de l'outil s'insèrent dans le dispositif global du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Avec cette validation des acquis de l'expérience, vous pouvez voir un spécialiste, par exemple, reconnu, qui fait 23 ans ou plus de 30 ans dans un métier, mais qui n'a aucun diplôme. Ça, il n'y a rien qui atteste qu'il peut le faire. Et avec la maison de l'outil et l'accompagnement de la direction de l'apprentissage et de la direction des examens et concours, on peut le quantifier, en tout cas sa compétence, et lui donner son premier diplôme. Et je crois que c'est là l'une des révolutions que le président de la République a apportées par le biais du ministère de la formation professionnelle, qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un vous dit que moi je suis maçon, mais voici mon diplôme. Et le diplôme, c'est le fruit peut-être d'un long travail, d'une longue expérience qu'il a acquise. Parfois vous voyez des jeunes, ou en tout cas des professionnels, qui sont plus outillés que les sortants des écoles de formation classiques, mais qui en vérité, à part le certificat de travail, ne peuvent rien vous présenter. En tout cas, c'est vous dire que c'est une injustice parmi les tant nombre d'injustices que le chef de l'État est en train de réguler. Ok. Alors, M. Mbaye, en tout cas, moi j'ai comme l'impression des fois, quand on parle un peu de l'ANAMO, que c'est un peu un doublon de ce qu'on appelle les centres artisanaux qui ont été créés au Sénégal, qui existaient en tout cas dans toutes les capitales régionales. Les villages artisanaux. Les villages artisanaux, comme on dit. Mais bon, à Thiès, nous, on l'appelait centre artisanal. Je présume que dans les autres régions aussi, c'est la même appellation. Alors, où se situe la limite? Ou bien, est-ce que vous n'avez pas l'impression des fois que vous marchez sur des pieds? Non, 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 du tout. Vous savez une chose, que c'est extrêmement... Les frontières sont... Bien délimitées. Bien délimitées. Et vous dire que les centres artisanaux communément appelés villages artisanaux, dans un village artisanal, c'est un lieu d'exposition et de vente, très souvent. Alors que dans une, même si c'est un lieu de production, dans une maison de l'outil, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est spécifique. C'est carrément la formation. C'est au-delà de... Pas peut-être... Notre premier combat, ce n'est pas la formation. Notre premier combat, c'est le cadre d'exercice que nous donnons aux jeunes artisans qui sont aujourd'hui confrontés à cette problématique-là. Et l'autre aspect également qui nous différencie des autres des villages artisanaux, c'est-à-dire que nous accueillons tout corps de métier. C'est-à-dire, en dehors des artisans, les artisans ont une place centrale de choix dans la maison de l'outil, mais ce ne sont pas que les artisans. Tous les corps de métier peuvent
trouver en tout cas refuge au niveau de la maison de l'outil. Et le chef de l'État a lancé une idée extrêmement généreuse là-dessus, d'hôtels d'entreprise. Il veut que les maisons de l'outil migrent vers des centres d'accompagnement où l'artisan, l'homme de métier trouve toute une chaîne de compétences, en tout cas de services dont il a besoin, jusqu'à pouvoir, parce qu'il y a également le mobilier national. Vous savez, 15% de la commande publique a été donnée aux artisans locaux. Et la maison de l'outil peut servir également, parce que nous sommes en contact avec le coordinateur du mobilier national, de cadre d'exercice. Donc, in fine, on va migrer vers cet hôtel d'entreprise-là qui permettra à l'homme de métier, une fois dans l'hôtel d'entreprise, dans la maison de l'outil, de trouver tout ce dont il a besoin jusqu'à pouvoir compétir pour gagner un marché et l'exercer correctement. Donc, M. Meuille, votre domaine de compétence, en tout cas, embrasse tous les corps de métier. Moi, quand on parle de cela, je pense à une ville, Ngaye Mékhé, qui est dans la région de Thiès, où on trouve quasiment tout type de métiers. Pourquoi Ngaye Mékhé ne devrait pas peut-être abriter, pourquoi pas, le siège de l'ANAMO? Vous ne trouvez pas que ce serait beaucoup plus carrément direct dans votre rapport, en tout cas entre vous et les principaux concernés? Mais écoutez, je crois que c'est une réflexion qui n'est pas qu'on peut aborder et sur laquelle on peut bien avancer. Ce qu'il faudra juste dire, c'est que vous savez, chaque zone a sa spécificité. Mais à Ngaye Mékhé, vous trouvez tout. C'est ça la particularité de cette ville. Oui, la particularité de Mékhé, c'est principalement la cordonnerie. Et aujourd'hui, nous avons mis en place, qui a été inauguré par le président de la République, je l'ai dit, lors de la journée de l'artisanat, le 22 décembre 2014, une maison de l'outil dédiée. Parce que toute maison de l'outil on initie les artisans à l'utilisation de l'outil informatique. Il y a également la menuiserie sur place. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, si vous allez à Mbour, je vous ai dit, c'est la spécialisation mécatronique. À Ziguinchor et dans la partie sud du pays, c'est la transformation des fruits et légumes et l'agro-industrie. Et l'agro-industrie et la menuiserie également. Et c'est comme ça que nous évoluons, pour que dans chaque zone, la maison de l'outil dédiée reflète la spécialisation dominante dans le terroir. Et vous avez une question? On va aussi parler des jeunes filles, des femmes, parce qu'aussi qui parlent de formation professionnelle, parlent aussi des femmes. Tout à l'heure, Aline Badara Kane faisait référence à Ngaye Mékhé, parlait de pourquoi on ne pourrait pas, en tout cas pourquoi l'agence ne pourrait pas migrer vers Ngaye Mékhé, mais aussi peut-être que les jeunes filles pourront se dire, mais pourquoi pas à Dakar, où on trouve aussi beaucoup de jeunes filles qui s'initient non seulement dans la couture, mais aussi dans la coiffure qui est en pleine expansion. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a spécifiquement une politique d'insertion et donc de formation pour les jeunes filles dans différents métiers, pas seulement la coiffure, mais aussi divers métiers? Oui, mais principalement parlant de la coiffure, quand nous sommes arrivés à la direction générale de l'ANAMO, nous avons réfléchi sur un certain nombre de problématiques. Et nous nous sommes rendus compte que au Sénégal, il y a beaucoup de diplômés, de jeunes filles diplômées en coiffure. Mais beaucoup vous disent que, bon, vous avez rencontré ça dans vos familles, vous disent que moi je veux m'installer, mais il me manque un financement. Et toujours ils vous disent qu'il me faut un local, il me faut payer l'eau, le local, l'électricité, l'équipement. Très cher d'ailleurs. Qui coûte très cher. Et nous avons lancé en 2013 un concept appelé kit de coiffure mobile. Et à Sorano, ce jour-là, nous avons, avec l'appui du ministère de la formation professionnelle, pu remettre gracieusement, mais parce que c'était une phase pilote, à des jeunes filles formées dans les centres, dans les CRETEF et autres, en matière de coiffure, des équipements qui leur permettent d'exercer ce métier de manière mobile. Cela veut dire quoi? Je donne un exemple. Le jour d'un mariage, vous voyez que pratiquement toutes les filles d'un quartier
vont dans un salon de coiffure. Et passent énormément de temps là-bas. Et passent énormément de temps. Même la mariée, souvent, elle arrive en retard dans la cérémonie parce qu'elle devait faire le fil. La file, autant pour moi. Donc, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait régler pour que de manière mobile, en termes de gain de temps, mais également en termes de gains financiers, outiller ces jeunes filles. Et 250 ont été outillées, encadrées, et aujourd'hui, chacune d'entre elles parvenait à utiliser au moins 2 ou 3 autres personnes. Cela veut dire que sur un investissement de 250 pour 250 personnes, on a pu insérer 750. Et pour continuer cette expérience, nous avons dans notre convention avec le Fonds de garantie des investissements prioritaires, le Fonds JUP, nous avons un programme d'équipement de 1000 jeunes en coiffure. Les sélections ont été faites et aujourd'hui nous allons vers la finalisation de ce. C'est une dernière question avant la deuxième partie. À travers vos explications, on se rend compte que votre cible elle est extrêmement large parce que vous vous intéressez à tous les corps de métier. Est-ce que vous avez réellement les moyens de votre politique? Est-ce qu'aujourd'hui, l'ANAMO a des moyens suffisants? Oui, vous savez, les moyens ne suffisent jamais et nous nous sommes rendus compte que nous sommes arrivés en 2012 dans un cadre de raréfaction de la ressource publique. C'est la raison pour laquelle nous avons initié des partenariats. Et nous nous sommes dit qu'il faut aller vers le partenariat. C'est le partenariat, je vous en ai parlé. Là, peut-être nous allons vers un autre partenariat avec les PRODAC pour que dans chaque domaine agricole communautaire, que nous puissions mettre une maison de l'outil. Nous sommes en train de discuter avec certaines entreprises pour la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, mais ce que nous avons aujourd'hui comme principal partenaire nous est parvenu des Émirats Arabes Unis, qui dans le cadre de la grande commission mixte Sénégal-Émirats Arabes Unis est parvenu, en tout cas, est d'accord à nous financer 16 maisons de l'outil à construire, à équiper, et 10 000 jeunes en réparation de téléphones portables. C'est un métier porteur et aujourd'hui, nous avons formé, l'ANAMO a formé des jeunes spécialisés dans la réparation de téléphones portables. Et dans la deuxième partie, on va revenir sur les autres prérogatives, mais surtout aussi sur les autres réalisations de l'ANAMO. Je pense que l'annonce phare, c'est la création prochainement de 16 nouvelles maisons de l'outil. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les jeunes du Sénégal. Tout à fait, absolument. À 7h17, merci Monsieur Malik Mbaye, directeur général de l'Agence nationale de la maison de l'outil pour cette première partie. À venir, je vous le disais, la chronique tendance, la minute gag, mais aussi le journal. Pour l'heure, je vous propose une page musicale. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ben c'est là, dans mon lieu. Vous arrivez. Ok. Party up in here. Up in here. Party 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 up in here. Yeah, ok. Chérie, fais-toi belle, laisse ton négro faire la une. Straight to the top, à 2 doigts décrocher la lune. Je rentre la semaine prochaine, mais je repars jeudi soir. Pareil que ma dernière folie est déjà sur Flexacar. Fuck that, baby, je suis focus sur mon job, yeah, j'adore ça. Presque autant qu'elle quand dans son lit je tords ça. Boss ça, généreux, oui, je donne ça. Can I hit it in the morning? Yes, on remet ça. Tu veux la easy life, la N easy ice. Faut bien plus que de la chance au bout de quelques dice. On bosse dur, on n'a pas volé la première place. Les milliardaires en veulent encore avec tout ce qu'ils brassent. Si la vie est dure, la fête aussi. Le monde change avec les drogues, rien qu'on s'associe. Grâce à Twitter, je sais que tu ne dors pas à cette heure-ci. Petite coquille, mais ça tombe bien, moi je suis de bonne humeur. Si je suis de bonne humeur. Nigga make it easy, sans dire les rumeurs. Mais quand j'ai teasé, les choses dans le cœur, ce soir c'est ta night. Je vais te tirer toute la night. Je vais te tirer toute la night. Yeah, je suis pas kiffé toute la night. Yeah. Non, je pense que c'est un break, il y a une faute. One love. Hey, Rita Marley. Mais les gars, j'ai pas le droit de chanter. Le match, wesh. Mais est-ce que ça empêche les joueurs de courir? Non,
Je me suis levé du bon pied, façon de parler. Des autres hier soir j'ai pris mon pied, sans trop parler. Je suis d'humeur à chanter One Love comme Mr. Marley. Regarder un match du Sénégal et sans trop râler. En mode good mood, je pourrais bien finir en club. Alcoolisé, 2-3 potes, des bombes au joli surf. Je suis un cœur à prendre, mais prends la file d'attente. Après le coup de rein, va falloir que je trouve intéressant. J'ai fait petit déj, si elle est gaie. Je marque tes points, je suis blanc cassé façon mayonnaise. Mets-toi à l'aise, j'ai oublié la presse. Appelle ta copine que je puisse fermer la parenthèse. Travail d'équipe, on est ensemble pour scorer. Soit brillant, soit doré, c'est du faux, ben je le saurais. Baby, let's be real, je sais que tu connais la Corée. Performance pour récompense, te voilà décoré. Je suis de bonne humeur, si je suis de bonne